Bonjour Patrick, bonjour à tous. Bonjour Pierre et bonjour à tous. Écoute, merci Patrick pour nous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur Neptune qui souvent tape un peu l'embrouille, on va dire, et tu as voulu challenger un peu les choses puisque au moment où nous enregistrons, la Lune est conjointe à Neptune. Donc, il se pourrait bien que cette vidéo paraisse un peu farfelue, non? Farfelu, peut-être pas, mais en tout cas neptunienne, c'est-à-dire, bon, on va prendre un petit peu de hauteur par rapport à toutes les autres planètes. On va peut-être s'envoler un peu, toi et moi, et avec les participants, mais qu'importe. C'est vrai que j'ai remarqué la planète Neptune correspond souvent à un besoin de transcendance. C'est pour cela d'ailleurs que certaines personnes qui sont très marquées par Neptune en dissonance sont tentés par l'alcool ou les drogues, mais il est vrai que ce besoin de transcendance est inhérent à l'individu. Après tout, on est incarné, bon peut-être, mais on a envie souvent de s'échapper un petit peu de la pesanteur terrestre, Une surtout en planète, ce moment. ça tu m'étonnes. Surtout qu'on a affaire à une planète très gazeuse, donc qui va monter. Eh bien, écoute, on va voir ça tout de suite. Alors, la planète Neptune, quel est son symbole? Quel est son glyphe? C'est donc un trident, un trident qui est représenté par la croix de l'incarnation et au-dessus, donc, il y a trois flèches ou trois côtés du trident que l'on retrouve dans les représentations grecques et hindoues. Le trident de Neptune est le dieu de la mer, donc, et puis sur Shiva en Inde, et ça c'est vraiment très important, cette connotation-là que l'on voit avec Shiva, puisqu'il y a un rapport très très marqué en Inde avec l'utilisation de ce symbole. Mais avant tout, je voulais faire le parallèle un petit peu avec le symbole des psys, qui est très analogue à ce symbole astrologique. Alors que tu peux nous en dire quelques mots, Pierre, de psy? On s'est demandé où était le fameux trident dans les cartes. Il faut bien être honnête, mis à part un rapprochement un peu délicat avec la fleur de lys qu'on retrouve dans certains jeux, ou peut-être il y a une histoire de trident. C'est assez, comment dire, subtil, mais il y a pas mal d'auteurs qui parlent du rapport avec les rois de France et puis Neptune et ce fameux trident. Mais c'est toi qui m'as dit, non, le trident, il est dans l'arcane 6 et je dois bien admettre que tu as été plus perspicace que moi. Tu vois, je n'avais pas vu dans l'arc et la flèche de l'amoureux cette idée de trident. Et tu m'as dit, oui, mais c'est normal parce que Neptune, c'est très associé à l'amour. Alors j'ai ajouté que on tombe amoureux, mais en anglais, on tombe en amour, hein, falling in love, et cette flèche est dirigée directement vers le cœur de l'amoureux. Donc, il tombe carrément en amour, une sorte d'extase assez liée finalement à Neptune, je trouve. Eh bien, tout à fait, puisque Neptune est très présent dans le thème, bien sûr, des amours, des rencontres surtout importantes de notre vie. Souvent, les rencontres amoureuses se font justement sous l'égide de Neptune et de Vénus, bien entendu, mais souvent avec Neptune. Et pourquoi? Eh bien, parce que justement, Neptune représente un idéal assez élevé de l'amour. On le voit avec Vénus qui est exaltée dans le signe des poissons, donc exalté par Neptune. Et c'est vrai que ce besoin de transcendance dont on parlait tout à l'heure, on peut l'avoir avec une relation amoureuse, surtout lorsqu'on passe à des niveaux élevés, là où c'est vraiment l'amour spirituel qui prime, comme dans le tantra. Voilà. Donc, j'ai trouvé que effectivement, voir le trident de Neptune dans l'amoureux était bien marqué puisque il se dirige vers le cœur. Et vers le cœur, voilà, c'est le domaine affectif. Maintenant, bon, je pense que c'est important de bien comprendre pourquoi les psys, le psy, est de cette manière, représenté de cette manière. Eh bien, c'est parce que il représente la Trinité.
la Trinité que l'on voit un peu partout dans toutes les religions, et chez l'hindouisme aussi d'ailleurs. Et pourquoi? Eh bien, parce que psy, au départ, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, avant que ça devienne psyché, donc l'âme, ça Ouais. signifie papillon. Et moi, je trouve ça très intéressant parce que souvent, dans les posts là sur YouTube et sur Facebook, on voit des dessins comme ça de gens qui vivent, qui décrivent l'ascension et la métamorphose de la chenille en papillon. Eh bien voilà, je trouve que c'est vraiment symbolique puisque le papillon finalement c'est au départ une chenille et lorsqu'il s'élève au-dessus de la condition terrestre, eh bien il devient un magnifique papillon et c'est vraiment du domaine de Neptune. Alors je voulais reprendre dans cette histoire du trident parce que lorsque je suis allé à la Réunion, à l'île de la Réunion, j'ai visité le nord de l'île et, comme par hasard, je suis entré dans un temple hindou. Et là, il y a un swami, le swami du temple, qui m'a accueilli, qui m'a offert un thé, qui m'a demandé pourquoi je venais. Je disais parce que j'admire tout ce qui est spirituel, toutes les constructions spirituelles. Et je voyais une représentation de Shiva. Et je lui dis, pourquoi, quel est le sens symbolique de ce trident dans la main de Shiva? Et parce que je voulais faire la relation avec Neptune. Et il m'a dit, eh bien, ça représente d'un côté le conscient, de l'autre côté l'inconscient, et au milieu le supramental ou la supraconscience. Ah, d'accord. Alors là, je me suis dit, très bien, je vois très bien la relation avec Neptune. Hein, voilà. C'est vrai que Neptune, c'est aussi l'unité, la recherche de l'unité, le phare dans la nuit, comme disait Charles Vouga. Et là, on voit bien que effectivement, les deux côtés représentent la dualité, les forces de l'ombre et les forces de la lumière, mais au milieu, eh bien, il y a donc cette flèche qui monte vers le haut et qui dit qu'on peut échapper à cette dualité en ayant un esprit éveillé, ou le salut de Jésus-Christ, c'est pareil, quoi. Voilà, donc je pense que c'est de ce domaine-là, ce triangle-là, ce trident, il est vraiment très bien représenté dans la tradition astrologique, mais pas que astrologique, puisque grec, euh, hindouiste, etc. Alors c'est un peu le passage quand même de la religion à la spiritualité en réalité. C'est un peu dans le tarot, on a la religion déjà avec Jupiter qui est quand même le maître de la maison 9 et on voit qu'il tient le globe terrestre avec la croix. Donc la croix symbolise forcément cette idée de transcendance sur la terre, mais il reste quand même avec l'impératrice et leur croix assez terrestre puisque c'est lié au globe. Je crois qu'il faut arriver au pape justement pour voir qu'il y a trois croix dans sa férule. Trois croix qui rappellent les trois axes que tu décrivais sur le trident. Et on retrouve aussi, alors le pape c'est officiel, il a une férule, il a les trois croix qui sont superposées pour former cette espèce de croix bizarre, enfin qui n'est pas très connue. Et puis de l'autre côté, on a quand même la papesse. Et tu vois, la papesse, c'est marrant parce que c'est quelque chose déjà de plus féminin. Or, si Neptune gouverne les poissons, c'est un signe féminin. Et on voit que la papesse, c'est pas vraiment admis par la religion catholique, par les instances religieuses. Ce qui fait qu'avec la papesse, on bascule vers la spiritualité et on retrouve quand même les trois croix sur la chasuble, enfin je ne sais pas trop comment on appelle ce vêtement religieux, mais on retrouve aussi les trois croix sur la poitrine donc de la papesse, ce qui indique que la religion, oui, puisqu'elle est dans le tarot, mais la spiritualité également, et on voit que la papesse a une connexion avec sa tiare, sur la carte, hein, puisqu'elle touche le haut, donc connexion également avec le monde invisible, avec le monde de la spiritualité et pas uniquement le monde religieux, quoi. Voilà un peu peut-être le petit lien que je voulais faire sur le nombre de croix qui existent quand même en nombre important dans le tarot, quoi.
Maintenant, c'est peut-être aussi, je vais peut-être t'entraîner vers le monde de l'illusion avec Neptune, parce que quand tu m'as dit tout à l'heure où est le trident, je me suis focalisé sur les 22 arcanes, forcément, parce que on a fait un peu ce postulat qu'on travaillerait avec les 22 majeurs. Mais où sont les poissons de ce fameux Neptune? Parce que le poisson, on l'a évoqué quand on a travaillé sur la Lune. Tu t'en souviens, dans la grande piscine, on ne savait pas si c'était de l'eau salée, de l'eau saumâtre, etc. Mais il y a un petit poisson de dessiné, donc qui nous entraîne quand même vers une certaine discrétion avec les poissons. Mais une discrétion, mais aussi pour nous amener à aller plus loin que notre façon de penser habituelle. Et c'est ça qui, à mon avis, était la clé. Où est la clé? C'est sortir des 22 arcanes. D'ailleurs, quand tu regardes, on va en parler après avec la planète, mais déjà, je peux quand même mettre un peu l'eau à la bouche, c'est-à-dire que Neptune a été vu par Galilée. Il l'a vu et il a dit que c'était une étoile, puis il est passé à autre chose. Après, il y a eu le fils de William Herschel, celui qui a découvert Uranus, qui lui aussi, avec un autre dont j'ai oublié le nom, ils ont vu une étoile, et alors que c'était une planète, et c'était Neptune. Alors ils l'ont mentionné, mais ils n'ont pas pensé. Donc on sent que Neptune agit quand même dans le brouillard, dans le flou, tu vois. En plus du temps de Galilée, il y avait une conjonction Jupiter-Neptune. Donc c'était intéressant de dire, pourtant il y avait une clé, mais Galilée n'a pas vu tout Galilée qu'il était. Et après, il va falloir étudier comment Neptune a été retrouvé avec des calculs sur la base d'Uranus, mais aussi de l'intuition. Et quand tu essayes de savoir qui a découvert vraiment cette planète, c'est d'un compliqué pas possible. Ils sont tous à dire je l'ai vu ici, je l'ai vu là, et on sent l'influence neptunienne et on n'en sort pas. Bon, finalement, il faut reconnaître qu'elle a été attribuée à Le Verrier, hein, comme tout le monde le sait. Donc, quand je regarde au travers du verre, c'est flou. Hein. On verra pour Pluton pourquoi c'est Tombaut qui a trouvé Pluton. Mais là, on va rester sur Neptune. Et c'est vrai que Le Verrier, déjà, tu vois, rien que le nom, il est un peu porteur quand même. Et puis après, pourquoi l'attribuer à Neptune? Parce qu'au début, on devait appeler cette planète Le Verrier, du nom du découvreur. Mais tout le monde a dit non, il vaudrait mieux prendre un mythe. Enfin, ça a été un peu la bagarre, le flou absolu. Et finalement, c'est depuis Saint-Pétersbourg, on ne sait pas pourquoi vraiment. Quelqu'un a dit, bah non, comme il y a eu Zeus, tout ça, on n'a qu'à prendre Neptune. Et on sent qu'il y a une sorte de télépathie, une sorte de, comment je dirais, de connexion avec l'invisible pour dire c'est Neptune, parce que Neptune, quand vous étudierez le mythe, vous aurez la clé de cette planète vraiment. Et ça, je trouve ça vraiment super parce que il y a une sorte de télépathie très chère à Neptune, ce côté un peu brouillard. Et finalement, on arrive par intuition à appeler cette planète Neptune. Mais tu vois, moi, je vois que c'est le brouillard. Et alors, du coup, dans les 22 arcanes, où est Neptune? Où est les poissons, si tu veux? Et évidemment, il fallait sortir des 22 arcanes et trouver dans l'arcane 2 de coupe les deux poissons. Tu vois, les deux poissons qui sont quand même assez particuliers. Bon, je mettrai une incrustation plus visible, mais D'accord. cette incrustation démontre bien que dans le 2 de coupe, on a ces deux dauphins, ces deux poissons. Et là, je vais donner un peu de grain à moudre. Le dauphin, c'est quand même un poisson, enfin, c'est un, comment dire, un mammifère marin quand même. Hein. Il a quand même bien la forme du poisson et il ne vit pas sur Terre. Enfin, j'en ai pas croisé au supermarché. Mais c'est vrai que ce n'est pas un vrai poisson. Donc, on sent au travers des deux poissons le côté air et eau. Un peu comme si on nous disait, attention, vous allez passer de l'ère des poissons à l'ère du Verseau, qui est un signe d'air. Donc voilà un peu un clin d'œil pour sortir des 22 et je crois que Neptune nous demande aussi de sortir de la vision concrète, réaliste de la matière et d'aller plus loin. Mais tout à fait. Neptune sert à cela dans nos vies, dans le thème. Il nous demande de regarder ailleurs que ce que nos yeux voient, hein, puisque l'on sait très bien d'ailleurs que les yeux, nos yeux physiques, ne voient qu'un dixième de la lumière véritable. Hein. Un Ouais. dixième, c'est rien du tout, quoi. Le spectre, avec ses 7 couleurs, il se trouve vraiment sur une échelle vraiment d'une extraordinairement élevée en infra et en ultra vibration, en ultra fréquence. Et donc, on se dit on a une vision très limitée
de la réalité. Ouais. Donc, Neptune, c'est la connexion au monde invisible. Mais c'est là où est le danger, justement. La connexion avec le monde invisible peut être dangereuse, puisqu'on le voit chez les jeunes, par exemple, elle peut être recherchée à travers l'alcool ou à travers les drogues, ou à travers, par exemple, l'appartenance à des sectes qui peuvent être dangereuses. Bon, ça, c'est effectivement le danger. Mais le principe même de Neptune, c'est qu'il nous fait entrevoir ce que c'est que notre place dans l'univers par rapport à la totalité. Et on le voit par exemple dans l'océan, puisque l'océan est en rapport avec Neptune, puisque Neptune c'est le dieu de la mer tout de même. Eh bien, on dit toujours que le message de Neptune, c'est de nous dire, tu fais partie de l'océan, tu es une goutte d'eau de l'océan, mais par contre, chaque goutte d'eau de l'océan est indispensable à l'océan tout entier. Et c'est là qu'on sent vraiment notre cohésion, je dirais presque cellulaire, avec tout ce qui vibre et tout ce qui est dans le domaine du vivant sur Terre et dans les terres et dans l'eau, etc. Tout est lié. Voilà. Avec Neptune, tout est lié. Alors, bien sûr, on peut se perdre dans le brouillard neptunien, on peut se perdre dans des explications qui sont complètement floues et aberrantes, mais l'important, c'est de sentir que on a cette connexion avec le monde invisible. Et qu'est-ce que c'est que cette connexion avec le monde invisible? C'est la connexion à la totalité, qu'on appelle la source, qu'on appelle Dieu, qu'on appelle tous les noms qu'on veut lui dire, mais c'est cette connexion-là. Et je trouve que vraiment, quand Charles Vouga disait que c'est le phare dans la nuit, dans notre thème, eh bien oui, Ouais. regardez où est Neptune dans votre thème, regardez dans quel signe il est, puisqu'il change de signe à peu près tous les 12 ans. Donc, chaque génération a une connexion particulière à Neptune, mais en tout cas, en maison, il est aussi très, très parlant, puisque en maison 1, eh bien, on peut être vraiment quelqu'un de très inspiré, de religieux même, ou ne pas, à l'inverse, ne pas se connaître du tout, le flou sur sa personne, quoi. Oui. Ouais. En maison 2, on a un rapport avec l'argent qui est flou, donc c'est pas Kleptomane. voilà. En maison 3, eh bien, on aime parler effectivement de spiritualité, on aime converser atterrir dans des explications qui sont peut-être brumeuses quelquefois, mais qui sont assez élevées. En maison 4, on ne sait pas quelquefois d'où l'on vient. Les origines, il y a des mystères dans l'origine de la famille, par exemple. Hein. Ouais. Et en maison 5, eh bien là, soit on est artiste, c'est encore le mieux qui puisse nous arriver, et on fait des tableaux magnifiques où on photographie des paysages très poétiques, soit on est très sensible à l'amour et hypersensible et on se fait avoir complètement. Voilà, donc difficile. Avec Neptune en maison 6, souvent on a des maladies dont on n'arrive pas à trouver la cause, même les médecins. Alors c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Et jusqu'à quand, à temps qu'on retrouve une spiritualité et une pratique spirituelle qui nous permettent de gérer mieux notre santé. En maison 7, c'est la maison du couple. Donc imaginez, on est attiré par des partenaires neptuniens. Alors là, on aime rêver, bien sûr. Quelquefois, bon, on se laisse un petit peu avoir par les partenaires, mais bon, c'est comme ça fait partie du romantisme. En maison 8, Neptune en maison 8, eh bien, c'est le flou, l'incertitude par rapport à l'argent que l'on doit gagner. On peut se faire rouler, donc attention, bien entendu. On peut avoir peur de la mort ou, au contraire, sublimer cette notion de la mort, de la mort. Surtout si l'on travaille justement dans des domaines hospitaliers ou autres.
d'accompagnement. En maison 9, eh bien, c'est une très belle position de Neptune, surtout si elle est en Sagittaire, parce que là, on est attiré par toutes les religions et les pratiques religieuses, surtout venant d'Asie, d'Inde, etc. En maison 10, eh bien, là, c'est un petit peu le flou, l'incertitude pour ce qui concerne la carrière. On aimerait réussir, mais bon, on prend énormément de temps parce qu'on se trompe souvent de voie. Ou on devient bonne sœur ou prêtre. Oui, par exemple. Enfin, c'est pas automatique. Non. Voilà, tout dépend bien sûr du reste du thème, hein, on le comprend bien. Alors, je poursuis avec la maison 11. Eh bien, avec la maison 11, on a tendance à sublimer ses amis, hein, à voir disparaître aussi certains amis, à notre grand regret. Et puis en maison 12, eh bien là, on est dans le domaine de la spiritualité, bien entendu. On peut s'égarer dans des chemins de traverse, mais on revient toujours grâce à la connexion de l'âme par rapport à notre esprit, qui nous rappelle d'où on vient et surtout, puisque la maison 12 représente la dernière vie, qu'on a acquis des valeurs spirituelles qui sont vraiment inaltérables. On a été, par exemple, religieux ou curé ou bonne sœur, etc. Et dans ces cas-là, mais il faut retrouver cet héritage spirituel dont on vient et c'est quand même très valorisant. Voilà un petit peu globalement, bien entendu, on rentre pas dans les détails, hein. Non, non, mais si tu veux, c'est le clin d'œil que j'ai pu parler quelquefois dans les vidéos de la Maison 12, avec la spiritualité, bien sûr, et ce que tu disais tout à l'heure, les addictions. Et comme j'aime bien les jeux de mots, je trouve que de spirituel à spiritueux, il n'y a qu'un pas que les moines, les religieux ont allègrement franchi. Alors évidemment, tout le monde connaît les abbayes de Lèves, tu vois, enfin, je ne vais pas donner le nom des marques, mais on a aussi, en lien avec la spiritualité, des bières qui s'appellent Stella, tu vois, et qui font forcément 33 centimètres cubes. Enfin, je ne sais pas combien, tu vois, ça fait 33 comme l'âge du Christ. Donc, c'est quand même des clins d'œil. Bon, je ne vais pas m'étendre sur les chartreuses, mais tu vois, il y a toujours un lien, enfin pour moi, entre tous ces alcools qui sont quand même super diversifiés puis intéressants, quoi. C'est pas même si le vin, bon, ok, et Dom Pérignon qui a inventé le champagne, on voit bien qu'il y a le lien entre le spiritueux et le spirituel, mais peut-être aussi ils ont été guidés justement parce que ça gagne bien cette histoire-là finalement, hein. Bien entendu aussi. Donc voilà, alors c'était un peu ça, le côté peut-être aussi de se dire que quand on rentre dans les ordres, il y a cette idée de connexion et peut-être aussi d'illumination un petit peu. Et comme on ne l'a pas forcément par la prière au début, en tout cas, cette idée de boire un peu donne cette sensation de se dépasser. Enfin, je sais pas, honnêtement, j'ai jamais pris une bonne cuite, comme on dit si bien, tu vois. Donc, je ne connais pas ce sentiment où on part un peu dans les brumes alcoolisées de Neptune, mais je crois que ça fait un peu, tiens, bah voilà, si tu n'arrives pas à être illuminé, bah ressens cet état d'esprit, tu vois. Et puis, bon, voilà, après, évidemment, c'est avec modération, mais enfin, après tout, quand on est chez soi, on peut boire, et peut-être que c'est ce que les moines ont fait avant de le mettre en commerce. Mais tu as raison de citer justement le rapport entre les religieux et les vins spiritueux. C'est pas pour rien s'ils s'appellent comme cela, hein. Ouais. Il y a quelques années, j'aimais bien après un repas, surtout avec des amis, prendre un petit peu de chartreuse. Je sais pas si tu connais la chartreuse. Et Ça dépend la couleur. La verte ou la jaune? Oui, voilà, je la connais. la verte est excellente. Voilà, il faut pas en abuser, bien entendu. Un tout petit verre de rien du tout, ça suffit. Mais c'est marrant parce que le sigle de la chartreuse, c'est un globe terrestre avec une croix. Là, on voit bien que il y a un intérêt, bien entendu, qui se rapproche très fortement de cette envie de transcendance. C'est bien dommage que tout au long des siècles qui ont suivi la naissance de Jésus et on a fait une religion à partir de sa Ouais. philosophie de vie qui était vraiment excellente, c'est bien dommage que l'on ait demandé aux croyants de cette époque de s'enfermer continuellement dans des cellules comme ça, froides,
à se mortifier sans arrêt. Et voilà, finalement, la façon de s'échapper de ces moines, c'était de fabriquer avec des très bonnes herbes, parce que c'est très bonnes fleurs qu'ils cueillaient partout. C'est vraiment magnifique ce travail. Eh bien, de fabriquer des belles liqueurs comme ça, qui sont vraiment la représentation de finalement la quintessence de la nature, hein, que l'on retrouve dans une boisson. Mais attention, on ne fait pas l'apologie de l'alcool, hein. Non, bien sûr, mais je trouve aussi qu'il y a un côté, comment dire, assez féminin, justement, dans ce que tu viens de dire, parce que je pense à Hildegarde de Bingen, notamment, mais toutes ces femmes aussi qui ont été, en plus Hildegarde, elle a composé des opéras, enfin des chansons, elle était dans tout domaine. Je crois que c'est la seule femme qui a été docteur de la loi et puis en même temps reconnue, canonisée, etc. Enfin bon, et elle aussi, elle faisait beaucoup de préparation avec les herbes, tu vois, et on revient, moi j'insiste un peu sur ce côté féminin de Neptune qui justement génère le signe des poissons, tu vois, et le monde invisible. Et tout de suite, bon, moi, j'ai pas eu, comme toi, l'illumination du trident, j'ai pensé plutôt à la carte du monde. C'est-à-dire, en fait, on a une mandorle, donc une forme d'amande, et puis au milieu, on a une femme, donc le féminin sacré, quoi, qui est symbolisé. C'est-à-dire que ce qui est quand même assez fou, c'est que au Moyen Âge, on ait quand même mis une femme nue dans un jeu de cartes. Alors aujourd'hui, ça nous paraît tellement évident parce que nous, à nos âges 36-15, elles étaient sous les ponts, hein, affichées, placardées, mais on n'imagine pas quand même qu'au Moyen Âge, on est dans les années 1500, tu vois, de François Ier, qui lui aussi était un dauphin, mais je ne vais pas partir là-dessus. Dauphin de France, mais restons sur ce côté de cette époque où on avait une femme nue. Et il était pour les gens banalisé par rapport aux tétramorphes qu'on retrouve au-dessus des portes d'entrée des cathédrales. Le centre où il y a cette femme, c'est une mandorle, en fait, en forme d'amande. Et c'est la Vesica Piscis qui veut dire, en fait, la vessie du poisson. Et en rapport avec Neptune, donc je me suis dit, ouais, c'est chouette, mais comment ça se passe? Eh bien, en fait, pour tracer cette carte, et là, on va aller un peu plus loin, évidemment, on a besoin d'une croix pour répartir les 4 personnages du monde invisible. On est complètement avec Neptune, puisqu'on a les 4 archanges qui sont représentés. Donc, imaginons qu'on trace une croix au milieu, et comment on va obtenir la mandorle? Eh bien, on va placer la pointe de notre compas au niveau de la mandorle, enfin à droite, qu'on veut atteindre, là. Donc, vous voyez sur le dessin, on obtient un premier rond que j'ai fait à la main qui n'est pas parfait, mais l'idée, c'est de comprendre. C'est pas forcément de réaliser un schéma magnifique. On est avec Neptune. Une fois qu'on a obtenu ce premier rond à droite, on a un deuxième rond à gauche, évidemment, et au centre, on obtient la mandorle. C'est-à-dire, en fait, eh bien, il faut dire, c'est carrément, clairement, le féminin sacré. Donc, on a ici comment dire, la forme de l'organe féminin, et si on prolonge sur les cercles, eh bien, on obtient carrément le poisson. Et c'est pour ça aussi que c'est peut-être un hasard, mais les chrétiens, pour se reconnaître, ils appelaient Jésus Ictus, et entre eux aussi, d'ailleurs, c'est un anagramme grec, mais on ne va pas en parler là, mais qui voulait dire poisson. Donc, on sent vraiment qu'on est dans le monde de Jésus, le monde de cette ère passée des poissons, en tout cas qui se termine. Et là, c'est intéressant parce qu'on voit 2 cercles qui forment la mandorle, et donc, ce que je viens de dire pour les poissons. Et on a aussi cette idée de passer en fait de la terre au ciel quelque part, puisque c'est l'arcane 21, donc on va passer du côté concret, la dure réalité, etc., mais avec cette femme au milieu où Jésus, parce que les gens, ils connaissent Jésus au-dessus des cathédrales, et là, ils voient cette femme, eh bien, ils se disent, les hommes comme les femmes, quelque part, c'est important de le dire, parce que c'est très masculin quand même, cette religion, eh bien là, hop, on peut passer vers le monde invisible, le deuxième cercle qui est à droite. Voilà un peu ce que je voulais dire, parce que c'est très intéressant aussi de voir comment on trace les cartes. Il y a plein de choses intéressantes avec les angles, etc. Mais là, j'en ai profité de cette carte qui symbolise bien, je trouve, avec la forme de l'amande et donc de la mandorle, le côté féminin, pour savoir comment on l'obtient en la traçant. Voilà.
c'est superbement bien interprété, vraiment. Je trouve que cette carte du monde vraiment est très très belle et Mm. c'est un peu normal que l'on ait mis une femme au centre. Il faut bien l'avouer, une femme est beaucoup plus jolie qu'un homme physiquement déjà au départ. Mais bon, on ne peut Et, pas s'attarder là-dessus, mais et c'est juste une chose, si on va un peu plus loin, que tient la femme dans sa main droite? Elle tient un petit flacon de liqueur. Enfin, je suppose que c'est de la chartreuse. c'est peut-être de la Chartreuse. On peut le dire peut-être. En tout cas, vraiment cette idée du monde qui est représentée avec une femme au centre est magnifique puisqu'elle réunit les quatre éléments, les quatre apôtres. Hein. Ouais. Donc c'est vraiment la totalité et ce sentiment de justement d'accéder à la totalité, c'est du domaine de Neptune. Hein. C'est vraiment ça. Cette planète, elle nous invite à nous réaliser dans la totalité, à rejoindre dans l'unité la totalité de toute la création. Et je trouve que c'est vraiment fabuleux de le rattacher à la vision même que l'on peut avoir de Neptune, puisque maintenant on a, grâce au radiotélescope, vraiment des visions magnifiques de cette planète. Dans cette image, on peut voir trois images de Neptune, une assez ancienne, qui était un peu floue justement, enfin, c'est pas très clair, la deuxième par Hubble, qui est vraiment magnifique, où elle est toute bleutée comme cela, c'est assez récent aussi. Mais alors, avec le télescope James Webb, on accède vraiment à un sommet avec cette vision de Neptune qui est carrément transparente. Je trouve que ça lui va vraiment bien avec son fin anneau, parce qu'elle a des fins anneaux aussi. Hein. Toutes les planètes, à partir de Jupiter jusqu'à Pluton, ont des anneaux autour. On ne les voit pas forcément comme Saturne. Mais en tout cas, cette image, cette troisième image de Neptune est magnifique. Je l'ai mise sur les réseaux sociaux et tout le monde s'est émerveillé en disant qu'est-ce que ça représente vraiment bien Neptune. Voilà, moi je trouve que c'est voilà le phare dans la nuit de Charles Bougal est vraiment représenté tout à fait. On a fait le tour. Alors, puisqu'on parle de tour, évidemment, je suis assez tenté de parler encore de cette mandorle qui est en forme elliptique, tu vois. Et je serais assez tenté de pousser le bouchon, Martine, un peu plus loin en disant toutes les planètes sont sur l'écliptique, comme ça, sur cet ovale que représente en fait la carte du monde qui serait mise à l'horizontale. On voit qu'elles tournent tous comme ça. Mais ce n'est pas le cas de la planète que nous allons bientôt étudier. Je crois que Pluton a cette tendance de s'affranchir un peu de cet ovale, en tout cas, qui représente, on va dire, Neptune, puisque c'est quand même bien fait, et on va avoir un autre chemin, même s'il est quand même assez proche, mais il n'est pas tout à fait sur l'écliptique, ce Pluton qu'on va voir la prochaine fois. Mais est-ce que je ne suis pas parti dans le brouillard et j'ai peut-être oublié quelque chose que tu voulais encore préciser sur Neptune? Je dirais que c'est vrai que c'était difficile pour les physiciens de trouver Neptune. On l'a vu, hein, tu l'as très bien expliqué. Et on l'a trouvé comment? On l'a trouvé par la loi de Bode, hein, qui Ah ouais. permet justement de déterminer, d'après le doublement de chaque distance, hein, là on retrouve le fameux nombre d'or d'ailleurs, hein, et c'est comme ça qu'on l'a trouvé, Neptune. Voilà. Donc, je trouve que c'est pas mal parce qu'il se planquait quelque part. Hein. Il attendait qu'on ait un petit peu cogité pour savoir où il est. Voilà. Bon, Ça peut se Pluton, ça va être mériter. encore autre chose parce on le va le découvrir plus tard, en 1930 seulement. Et ça va correspondre aussi à la période de la guerre, l'invention de la bombe atomique. Donc, c'est vraiment très important, cette planète qui est excentrique à souhait, puisque c'est la seule, effectivement, qui échappe à cette rotation circulaire sur un plan horizontal autour du Soleil. Elle est très excentrique, on va le voir pour la prochaine fois. Et Pluton, c'est vraiment quelque chose aussi. Alors, voilà. Là, on est vraiment dans l'unité, on est dans la lumière. Pluton va nous faire un petit peu descendre dans les enfers. Bon, on verra comment on peut s'en sortir. Diable, on va rester avec Neptune pour aujourd'hui. Il vaut mieux, oui. Profitons-en encore un petit peu. Hein. Bon,
Bah écoute, j'espère que cette conjonction Lune avec Neptune ne nous a pas trop éparpillés dans nos propos. J'espère que ça a Un été un petit peu, peu quand même, cohérent un quand petit même. peu, hein, mais bon, c'est comme ça, c'est voulu. On va prendre le meilleur de cette vidéo, on vous le mettra en ligne et vous apprécierez, j'espère. En tout cas, à très bientôt. Merci Pierre pour ton invitation. À très Merci. bientôt. Merci Patrick, merci à tous. Et puis alors, on se retrouvera sur Pluton. À bientôt. Au À revoir. bientôt. Au revoir.